Bonjour, docteur Marc Gérard. Bonjour Lilou Massé. Merci d'accepter cette autre interview, cette fois-ci sur les liens d'intérêt, les conflits d'intérêts. Il y a de nombreuses choses à savoir, on est mal informé apparemment. Donc, parlez-nous-en un petit peu. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qui nous dirige? Qui Alors, nous impose ces standards sur la santé? alors, si vous voulez, effectivement, on est mal informé. Je crois que là encore, les citoyens, dans leur grande majorité, ont parfaitement compris cette question des liens d'intérêt. Ils sont scandalisés de voir toujours les mêmes à la télé, à la radio. Ils savent très bien, mais en même temps, il leur manque un petit peu des éléments de fait pour comprendre comment ça se passe en pratique. Et donc, l'objet de cette interview, comme c'était le cas avec mon livre également, c'est de leur donner les mots et les concepts et les faits qui leur permettent d'approfondir finalement leur indignation. Alors, la première chose qui va de soi en France, c'est qu'on a une loi qui est l'article 4113 alinéa 13 du Code de la santé publique qui date de 2007, sauf erreur, et qui fait obligation à tout professionnel de santé de interviewer sur un média, de faire état de ses liens d'intérêt. Alors, qu'il me soit permis, je crois que tout le monde le sait, de dire d'emblée comme introduction que moi je suis consultant pour l'industrie pharmaceutique, hein, voilà. Et finalement, les Français savent très bien que cet article de loi est constamment violé. On n'a quasiment pas vu un seul des experts qui se soit exprimé sur le sujet de la grippe faire état de ses liens avec les fabricants. Alors, pourquoi c'est inquiétant? C'est inquiétant pour la raison suivante, c'est que vous entendez toujours dire « Ah oui, mais c'est normal que quand on est bon, on travaille avec l'industrie, etc. » Alors, la question de savoir s'il n'y a que les bons qui travaillent avec l'industrie, c'est une autre question dont on reparlera peut-être. Mais effectivement, la loi, elle est très légère dans son exigence, c'est-à-dire, c'est simplement une exigence de transparence. Elle ne vous dit pas « Vous êtes un salaud si vous travaillez avec l'industrie pharmaceutique », elle vous dit « Dites-le, soyez transparent ». Donc, c'est très inquiétant quand on voit qu'une exigence légale aussi légère peut être quotidiennement violée. On dit couramment en français qui vole un œuf vole un bœuf. Eh bien, moi je dis, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises publiquement, qu'un expert qui est capable de mentir ou de dissimuler la vérité sur quelque chose d'aussi léger, moi je dis que c'est un expert qui est capable de toutes les mystifications. Et tout le monde sait que je n'aime pas les querelles de personne, mais enfin, il est quand même patent qu'un certain nombre de gens qui ont été pris la main dans le sac de la dissimulation de leurs liens d'intérêt ont également menti considérablement sur la question de la grippe. Donc, que cette personne soit un professeur, un médecin ou est un autre comme ça diplôme ou rang dans la société, c'est pas pour autant qu'il faudrait les écouter. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de me dire? C'est pas pour autant qu'il faudrait les écouter. Alors, si vous voulez, il y a dans le profil, dans la faune de tous les gens qui dissimulent leurs liens, il y a effectivement cette race increvable des gens. Hein, j'en ai eu un récemment lors d'une émission de télé qui vous dit moi je suis un grand professeur et donc à l'évidence je n'ai pas de lien d'intérêt. Alors ça c'est strictement faux pour des tas de raisons, mais une des raisons qu'il faut bien connaître, c'est que l'industrie pharmaceutique a tout à fait le pouvoir de faire les grands professeurs, de créer les grands professeurs. Ah, Comment est-ce qu'on devient grand professeur? On devient grand professeur parce qu'on a une liste de publications, on a été investigateur dans des études, qu'on a ensuite publiées, etc. Or, ces études sont financées par l'industrie pharmaceutique. Ce sont les industries pharmaceutiques qui viennent vous chercher, qui viennent vous proposer, qui viennent vous rémunérer pour ce travail. Et donc, si vous voulez, on le sait très bien, je pourrais citer des noms, ça fait partie des stratégies classiques de l'industrie pharmaceutique qui sont des stratégies sur le très long terme, de repérer des individus qui sont repérables soit par leur docilité intellectuelle, soit effectivement par leur potentiel de corruption, soit aussi par leur niveau intellectuel extrêmement bas qui fait qu'ils seront les zélateurs d'à peu près n'importe quel message enthousiaste sur tel ou tel médicament ou tel thérapeutique. Et alors, ce type-là, on va le prendre en charge, on va l'aider à publier, on va parfois rédiger les articles pour lui. Il y a beaucoup de Français, par exemple, qui rédigent mal en anglais, donc on va rédiger les articles en anglais. On en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a des liens
lien incroyable entre les grandes revues et l'industrie. On va aider à l'acceptation de ses papiers, on va l'inviter à des grands congrès, et en l'espace d'un rien de temps, un petit monsieur de rien du tout va avoir une liste de publications. Alors on sait très bien que la promotion universitaire se fait en fonction de ça notamment, et donc finalement on va avoir quelqu'un qui vient grand professeur et qui en réalité doit l'essentiel de sa carrière au soutien de l'industrie pharmaceutique. À l'inverse, il y a des gens qui sont excellents dans leur partie et qui ne sont pas du tout sollicités par l'industrie pharmaceutique, qui se méfient trop de leur capacité à résister à un certain nombre de pressions. Mais on a tous des liens d'intérêt, soyons clairs. Alors, c'est vrai qu'on a tous des liens d'intérêt, et c'est aussi une chose que je voudrais dire aux auditeurs, c'est-à-dire, j'ai jamais caché que mon engagement sur cette histoire, sur ces histoires de santé publique, c'était un engagement politique, au sens, j'allais dire, élevé du terme, c'était un engagement citoyen, et je crois vraiment que l'action politique, qui consiste à dire le mal, c'est toujours les autres, est une action qui débouche sur rien. Cette question de lien d'intérêt, c'est aussi un indicateur intéressant du niveau de tolérance qu'on a dans la société par rapport à toute position qui nous permet finalement de profiter du système plutôt que de le servir. Et alors là, effectivement, chacun peut être renvoyé à ses propres conflits d'intérêts. Pour parler d'un milieu que je connais bien, qui est le milieu de l'enseignement, un milieu sacré s'il en fut, bon, il faudrait quand même qu'on se demande un petit peu, ça rapporte combien aux professeurs de sciences, par exemple, de mathématiques ou de physique, de faire acheter des calculettes à leurs élèves. Ça rapporte quoi aux professeurs de langue d'organiser des voyages linguistiques à l'étranger. Ce sont des choses que je connais bien, sur lesquelles je pourrais citer des exemples. Puis enfin, tout français, c'est très bien. Bon, si un jour vous avez des problèmes avec l'administration fiscale, vous allez toujours avoir un ami, un voisin qui va vous dire « Oh, je connais quelqu'un qui travaille au ministère du budget, etc. » et qui va pouvoir quelque chose, même si ce quelqu'un peut rien. Toute personne qui fréquente un policier ou un gendarme est réputée être capable de vous faire sauter des contraventions. Donc, voilà l'état présent de la société, et finalement, celui que je décris dans mon domaine de spécialité, qui est celui de la recherche clinique et de l'industrie pharmaceutique, n'est qu'une partie voyante d'un problème social qui est, à mon avis, beaucoup plus répandu et auquel j'invite tout le monde à réfléchir de façon autocritique. Donc, il y aurait des produits de la santé, donc des médicaments qui nous seraient particulièrement conseillés par des médecins, parce que derrière il y a des laboratoires, il y a eu des pots de vin, ou qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, si vous voulez, il y a également, dans les dénégations des gens qui ont des liens d'intérêt, il y a une part de sincérité ou de naïveté, c'est-à-dire tout se passe comme si le lien d'intérêt n'était compromettant que s'il consistait en un versement d'argent destiné à être utilisé dans le jeu, dans le sexe ou dans la drogue. Mais en réalité, bien entendu, alors ça existe certainement, mais ce dont je parle, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus diffus. C'est-à-dire, il y a 1000 façons d'avoir des avantages de sa position. Par exemple, quand on regarde les déclarations d'intérêt, les catégories de déclaration d'intérêt reconnues par l'administration, il y a versement à une institution. Alors, versement à une institution, c'est en quelque sorte comme l'épurement complet, c'est bon, véritablement, c'est quelque chose de très pur. Mais versement à une institution, d'une part, ça peut être à l'intérieur de votre labo, de votre service, l'achat de matériel lourd, etc. Enfin, qui sont quand même des choses essentielles à la survie de votre service. Ça peut être le paiement d'un certain nombre de personnels, de secrétaires, de stagiaires, etc., etc. Et puis surtout, ça peut être ces fameuses associations 1901. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens de l'administration fiscale qui nous écoutent, mais ils doivent rire parce qu'ils savent très bien à quoi ça sert une administration fiscale. À quoi ça sert une administration fiscale, oui. À quoi ça sert une association 1901. C'est-à-dire sur une association 1901, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On peut inviter ses maîtresses dans des restaurants luxueux, on peut trouver un poste à une épouse qui s'ennuie, ou on peut la mettre secrétaire de l'association 1901. On peut faire ça aussi avec une maîtresse, faut pas être gêné. Enfin, on peut faire énormément de choses avec une association 1901. Et bon,
D'ailleurs, je crois savoir qu'il y a quelque temps, l'administration fiscale avait lancé un grand mouvement de vérification d'un certain nombre de ces associations de 1901, tout spécifiquement dans le domaine de la santé. Je ne sais pas d'où ils en sont aujourd'hui, mais je crois qu'il est notoire que ces affaires-là, enfin ces systèmes-là, on peut en tirer des avantages considérables. Donc comment ça se positionne, comment ça se passe et quels sont ces acteurs? Alors, il y a aussi quelque chose qui compte beaucoup, c'est-à-dire quand on regarde, par exemple, les déclarations de liens d'intérêt des experts judiciaires, enfin les causes de récusation, qui est aussi un bon reflet du décalage, hein, c'est quand même la justice, du décalage entre les principes et les mœurs. On vous dit, par exemple, vous ne devez pas aller dans une affaire où votre conjoint a un intérêt. Bon, on oublie simplement que dans la société moderne, d'abord il y a énormément de conjoints qui sont plus du tout, enfin qui sont des conjoints irréguliers. Il y a de toute façon des gens qui sont très normalement mariés mais qui ne portent pas le même nom, donc c'est totalement transparent. Moi je connais des gens qui ont chacun une notoriété plus ou moins médiatique et qui en fait sont mariés femmes et personne ne le sait, ou très peu de gens Puis il y a, j'en reviens, c'est pas que je sois un obsédé, mais enfin ça existe quand même. Il y a la question des fameuses maîtresses. Hein. Bon, par exemple, il y a des affaires tout à fait notoires dans l'administration sanitaire. On sait très bien quand on développe tel ou tel type de médicament que ça va arriver devant que tel ou tel patron d'université va être le rapporteur du dossier. Donc on va le voir avant, on lui dit cher professeur, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que mon plan de développement est bien fait? Et il va vous envoyer, il va vous dire ah il y a une étude que vous devez absolument faire et qui conditionne tout à fait le devenir de votre dossier. Et vous allez la faire à tel ou tel endroit, et tel ou tel endroit c'est un service où travaille sa maîtresse par exemple. Donc, il y a des noms, on les connaît tous, et à la FSAP s'ils le connaissent très bien. Or ça, c'est effectivement, à la limite, je sais pas, mais je crois que ça relève presque du pénal, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même enquêter sérieusement sur ce genre de retour de politesse. Mais ça touche le gouvernement, ça touche les journalistes, ça touche les médecins. Alors, ça touche donc effectivement beaucoup. Alors, ça touche tout le monde, c'est-à-dire que ça touche bien entendu les experts, donc les gens qui ont quand même une fonction éminente de conseil auprès de l'administration, de conseil et donc de décision, parce qu'on dit toujours que telle ou telle instance a juste une fonction consultative. Enfin, dans 99,9% des cas, l'avis consultatif de telle ou telle instance, il est suivi soit par le directeur de la SAF, soit par le ministre. Bon, alors, on va dire du mal des journalistes, parce qu'il faut quand même pas exagérer, c'est-à-dire que il y a énormément de liens d'intérêt entre les journalistes et l'industrie pharmaceutique. Je crois effectivement qu'il faut être conscient des importants liens d'intérêt des journalistes avec l'industrie pharmaceutique. Par exemple, sur cette affaire de grippe, bon, il y a un décalage faramineux entre l'autisme des grands médias, tous confondus, qui nous tiennent un discours alarmiste, l'extraordinaire campagne de vaccination, etc., et le niveau de conscientisation des citoyens. Je rappelle quand même que jusqu'à preuve du contraire, il y a 93% des citoyens qui ne se sont pas fait vacciner, c'est quand même énorme. Bon, alors comment ça se passe entre les journalistes et l'industrie pharmaceutique? Eh bien, il y a des tas d'avantages directs et d'avantages en nature. Alors, les avantages en nature, c'est effectivement toutes les invitations à des congrès, comme par hasard, les congrès, c'est jamais à Levallois-Perret ou c'est jamais à Puteaux, hein, c'est toujours dans des lieux assez festifs. Il y a, bien entendu, les invitations restaurants, etc. Il y a quelque chose qui est très précieux pour les journalistes qui n'ont pas le temps de travailler et qui, soit dit en passant, n'ont pas toujours les méthodes intellectuelles pour travailler, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique leur fournit littéralement clé en main de superbes dossiers où il est très facile en l'espace de 3 heures de sortir un bel article, et bien entendu sans aucune vérification ni de la validité des choses qui sont soutenues, ni des intérêts qu'il peut y avoir derrière. Et puis il y a aussi des choses beaucoup plus glauques, comme par exemple c'est tout à fait la mode, vous êtes un grand journaliste, vous savez très bien vous y prendre, vous savez très bien animer une réunion, allez venez à ma prochaine réunion de visiteurs médicaux où vous allez simplement animer, c'est un maître mot, je ne vais pas vous apprendre,
et quand vous allez sortir, je vais vous remettre une enveloppe avec de l'argent liquide dedans. Bon, c'est toujours bon à prendre, les journalistes sont pas toujours très bien payés. Également, bon, on peut vous demander, puisque vous êtes journaliste, de rédiger des brochures, des choses anonymes, d'être nègre en quelque sorte, et la rémunération de cette performance sera très importante. Donc ça, c'est quelque chose dont on doit être absolument conscient. Là encore, je veux pas citer de nom, mais il y a des choses, il y a non, mais c'est un peu un cercle vicieux quand même, parce que par exemple pour la télé, il y a des journalistes, mais derrière ces télés, il y a des publicitaires, il y a des lobbies, derrière tout ça, il y a quand même un gouvernement, donc... Alors le gouvernement. Ce qui est ennuyeux, c'est que on aurait tendance à penser, ce qu'on oublie toujours, c'est les parlementaires. C'est-à-dire en ce moment, par exemple, je suis totalement surpris qu'il ait fallu attendre hier ou avant-hier pour entendre parler de commission d'enquête. Soit dit en passant, la commission d'enquête est demandée par un député de Paris, Le Guen, qui, il y a encore pas longtemps, vitupérait le gouvernement, qui n'en faisait pas assez sur la grippe. Enfin, on est vraiment là, plus dans le politique au sens où je l'ai entendu, mais dans la récupération politicienne. Mais comment ça se passe aussi? Quels sont les liens d'intérêt au niveau des parlementaires? Alors, d'une part, il y a aussi toutes ces affaires indirectes, c'est-à-dire toutes ces rémunérations, enfin pas ces rémunérations, ces avantages indirects qui sont les invitations dans des restaurants luxe. On pourrait penser que les parlementaires sont au-dessus de ça. Apparemment, ils le sont pas. Il y a des versements d'argent direct. Moi, il y a un membre important du Sénat que je ne citerai pas qui m'a dit: j'ai vu les enveloppes passer, je peux vous garantir qu'elles étaient pas minces, mais de façon beaucoup plus subtile. Il y a des systèmes. Bon, par exemple, quelle est la grande angoisse du parlementaire? C'est effectivement de ne pas être réélu. Bon, quand vous êtes médecin, par exemple, que vous êtes sénateur ou député depuis 10 ans, bon, si vous n'êtes pas réélu, vous n'allez pas remonter un cabinet de médecine. Alors à ce moment-là, il faut quand même savoir que c'est la mode dans l'industrie pharmaceutique de vous offrir une plateforme de refuge pendant la durée de la législature, et évidemment c'est ouvert. Là il y a pas d'a priori politique, ça va de la droite la plus extrême à la gauche la plus extrême également, et donc bien entendu sont des postes de pure complaisance. C'est sûr que quand vous êtes ancien ministre ou quand vous êtes ancien sénateur et que vous êtes recruté par telle ou telle grande firme, vous pointez pas le matin et on vous demande pas trop de comptes sur ce que vous avez fait dans votre journée. Qu'on le veuille ou non, ça crée quand même des liens pour la suite, sachant en plus que selon une dérive qui est pas nécessairement logique, mais qui est tout à fait, qu'on comprend très bien, souvent au Parlement, ou enfin à l'Assemblée ou au Sénat, bien les gens qui sont en charge des problèmes de santé, sont quand même des professionnels de santé, c'est-à-dire sont des pharmaciens, sont des médecins, et donc ces gens-là, ce serait intéressant un jour de faire l'inventaire de tous ceux parmi eux qui, à l'occasion d'une non-réélection, ont pu trouver un refuge bienveillant dans telle ou telle firme pharmaceutique. Donc qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Comment ça évolue? Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau? Alors, je pense que à notre niveau, la première chose, et c'était l'objectif de cette interview, c'est d'accroître la conscientisation des citoyens à ce niveau-là. Moi, je suis quand même assez impressionné, je pense, de la rapidité avec laquelle les citoyens ont compris où était le problème. Ça fait pas très longtemps que cette question des liens d'intérêt est entrée dans le débat public, et si l'on compare la vitesse avec laquelle l'ensemble des citoyens a compris qu'il y avait un problème à ce niveau-là, avec la remarquable lenteur de l'administration sanitaire, quand vous pensez que le principe de la déclaration d'intérêt des experts auprès de l'agence du médicament remonte à 1996 seulement, et que ce principe est encore largement défectueux, dans la mesure où certes, il y a obligation de déclarer des liens d'intérêt, mais il n'y a aucun contrôle. Et il n'y a aucune sanction. Alors, j'en arrive donc à la deuxième chose. Je crois qu'il est important que les citoyens soient plus conscients de ces choses-là et qu'ils puissent de temps en temps réagir en écrivant à leurs députés, en écrivant à leurs sénateurs en disant c'est un scandale, posez des questions, faites ceci, faites cela. Bon, et la deuxième chose, je suis pas un homme répressif de nature, mais il faut quand même bien comprendre que si vous avez un système d'obligation
sans la moindre sanction, si ces obligations ne sont pas respectées, ben, il n'y a aucune raison que ça fonctionne. Donc là, effectivement, je crois qu'il faut réfléchir de façon, il faut que les citoyens fassent pression pour que, par exemple, à l'AFSAPS, il y ait un système d'inspection à l'improviste, évidemment, pour vérifier que il y ait pas de que les déclarations ont été faites de façon sincère et complète. Et il faut aussi, bon, je pense qu'il y a un déficit de la justice qui est fantastique. Quand est-ce que dans les grandes affaires de santé publique, vous avez entendu dire qu'il y avait eu des instructions lancées contre tel ou tel expert pour voir s'il n'y avait pas eu enrichissement personnel? Donc, je crois que s'il y a un déficit de la loi, ben, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire que c'est aux parlementaires de faire avancer la loi si elle n'est pas assez précise ou si elle n'est pas assez complète. Mais on doit quand même bien relever que grâce à Internet, et on l'a vu pour les vaccins, hein, ça permet de diffuser énormément l'information très rapidement, vos vidéos, et d'où cette vidéo et d'autres interviews qu'on a faites qui ont été vues par des dizaines de milliers de personnes et qui se passent. Donc une information maintenant qui circule, et ça fait une grande différence. Hein. Je pense effectivement, bon, je l'ai dit depuis le début, je crois que cette affaire va être un grand moment. Enfin, je veux espérer, c'est ce à quoi je travaille aujourd'hui. Moi, je suis dans l'après-grippe maintenant, hein, j'en suis dans l'exploitation pour le débat citoyen de cette affaire de grippe. Et effectivement, Internet, là, pour la deuxième fois, a été un élément essentiel du débat citoyen. La première fois étant, bon, lors du référendum sur la Constitution européenne. Alors, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je disais que je voulais aussi aider les citoyens à mettre les mots sur leur indignation, il y a quelque chose qui me frappe et qui est tout à fait caricatural, c'est que quand justement grâce à Internet, des experts sont pris la main dans le sac de la dissimulation. L'argument éternel qu'on entend, on citera là encore pas de nom, mais c'est en gros, je vois pas où est le problème, ça ne me rapporte rien. Alors, je voudrais quand même appeler les auditeurs à bien voir le côté caricatural de cet argument. C'est-à-dire, en médecine, on a l'image d'Épinal séculaire du médecin des pauvres. On a tous fait le serment d'Hippocrate qui dit explicitement « Je donnerai mes soins gratuitement à l'indigent ». Bien là, on a des gens qui, sans la moindre notion de ridicule, vous disent « Mais vous savez, moi, je donne mes soins gratuitement à l'industrie pharmaceutique qui est, vous savez, le secteur industriel de loin le plus rentable actuellement dans le monde. » Alors j'ai tendance à dire à mes confrères qui donnent leurs soins gratuitement à l'industrie pharmaceutique, écoutez, si vous avez du temps et de la disponibilité, je vous en prie, il y a énormément de pauvres qui sont à la CMU, à la couverture médicale universelle, qui se font jeter des cabinets, etc. Il y a énormément de besoins, il y a le quart monde, il y a beaucoup de choses. Donc si vous avez la compétence, bien sûr, messieurs les grands professeurs, mais également de la disponibilité, par pitié, consacrez votre temps aux gens qui en ont besoin, et aux pauvres selon notre tradition hippocratique millénaire, et laissez l'industrie pharmaceutique, elle aura toujours suffisamment d'argent pour utiliser des experts qui, eux, se font payer. Bien, en tout cas, le message est clairement passé de se réveiller et de faire passer l'information. Merci Marc Girard. Aurez-vous un dernier petit mot pour ceux qui regardent ou quelque chose à nous dire, ou est-ce qu'on a plus ou moins... On a fait le tour. Je crois que mon dernier mot il était effectivement qu'il faut arrêter de se moquer du monde et arrêter de se présenter comme le médecin qui donne gratuitement ses soins aux riches et même aux richissimes. Mais effectivement, le dernier message, je l'ai déjà abordé, c'est aussi, encore une fois, ça ne peut pas être exclusivement la faute des autres. Il faut quand même que chacun fasse son examen de conscience. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui savent que, en parallèle de mon activité de spécialiste du médicament, j'ai une activité de psychothérapeute freudien, de psychanalyste. Je pense que si j'avais pas eu cet accès quand même à mon inconscient et à toutes les circonstances assez subtiles qui font qu'à un certain moment on n'a pas sa parfaite indépendance intellectuelle ou affective, je pense que je serais effectivement moins intransigeant sur cette question des liens d'intérêt. Donc j'en appelle aussi à un examen de conscience généralisé de chaque citoyen. Merci, docteur Marc Girard. À bientôt. Merci à vous. À bientôt.